L'année 2024, on a structuré une approche d'industrialisation de cas d'usage. Et donc, on a choisi que 13 cas d'usage à mettre en production, qui étaient sur les grands ensembles de l'entreprise, les grands chiffres. On a choisi un cas d'usage sur les contacts entrants. On a 1,2 million de contacts entrants dans le monde, que ce soit par téléphone, email. 1,2 million? 1,2 million dans le monde. Incroyable. Et on savait que si on arrivait à optimiser ce 1,2 million, grâce notamment à l'IA générative, l'agent conversationnel dans WhatsApp, on savait qu'on ferait quelque chose d'impactant pour l'entreprise. C'est parti d'une demande d'un pays, le Brésil. Il faut savoir que le Brésil est le deuxième utilisateur de WhatsApp dans le monde après l'Inde. On l'a lancé début 2024 et on a été subjugué, par le poids de WhatsApp dans les conversations totales. Le Brésil est monté à 50% des conversations clients qui passaient par WhatsApp en quelques mois. On savait que si on adressait la préaffectation des géos dans le monde, on ferait quelque chose d'impactant pour le groupe. 25 000 préaffectations de géos dans le monde, parce qu'on a beaucoup de villages encore saisonniers, donc on fait voyager les géos d'un village à l'autre. C'est un process manuel, ça. Et donc on a décidé de l'automatiser, d'ajouter un algorithme de matching. Et aujourd'hui, on est à plus de 90% de propositions pour chaque profil de géo et 40% d'acceptation totale de la part des ressources humaines. Bonjour, vous écoutez Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Je suis Ambre Prigent. Ensemble, nous explorons les grandes transformations à travers les voix de celles et ceux qui les façonnent. Bonjour Quentin, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au sein de ce nouvel épisode du podcast Crème Connect, au sein de notre studio parisien. Quentin, vous êtes Chief Marketing Digital Data and Technology Officer chez Club Med. Vous avez construit toute votre carrière au sein du Club Med, 26 ans de carrière, je crois. Moi, je suis très admirative de ce parcours parce que c'est très rare de rencontrer des gens comme vous qui ont fait toute leur carrière au sein d'une même entreprise. Vous êtes passé du CRM au COMEX. Qu'est-ce que ce parcours raconte de l'évolution de votre métier aujourd'hui, Quentin ? Bonjour Ambre, merci beaucoup de m'accueillir dans ce beau podcast. Parcours intéressant et assez, je dirais, non typique, plutôt Non, c'est atypique sûr. même. Effectivement, un démarrage en stage au En CRM. stage. Et le CRM est un département dans le marketing qui est extrêmement intéressant avec le recul, puisqu'il englobe le client, qui est le cœur du focus de ce métier-là, ainsi que la data, et puis la performance, puisqu'on mesurait tout déjà dans le CRM, déjà il y a maintenant 26 ans. Et effectivement, un parcours long, très intéressant, passionnant. Je pense que c'est un peu l'alchimie entre Club Med, qui est une très très belle entreprise, qui met au cœur de son développement celui des talents, qui prend des risques. Et je pense que j'en suis un bon exemple, puisque j'ai eu la chance de partir à l'étranger. On y reviendra tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure, effectivement. Et c'est l'alchimie donc entre cette belle entreprise et puis moi, une personne qui aime avant tout la curiosité, l'apprentissage, la diversité des sujets. Je pense que c'est pas par hasard que je me retrouve aujourd'hui à gérer une organisation qui va du marketing à la technologie. Qu'est-ce qui vous a fait rester pendant 26 ans au sein du Club Med ? Les valeurs, peut-être, de l'entreprise que vous partagez ? Les valeurs de l'entreprise sont sublimes et elles sont à la genèse de la création du Club Med. Vous allez retrouver la gentillesse, qui est une valeur qui nous a été décriée pendant des années avant que ça devienne une mode dans les entreprises. Mais c'est pas pour rien que je suis géo, comme au même titre que les géos en resort, bien évidemment. Et que cette notion de géo, gentil organisateur, est à l'origine, à la genèse du Club Med, comme les gentils membres, qui sont nos clients. Géo, ça veut dire gentil organisateur. Tout à fait. Incroyable, Et je l'avais pas. Ça existe depuis 1950. D'accord. Je pense que c'est la seule entreprise dans le monde qui a donné à ses employés une terminologie propre et à ses clients une équivalence. D'accord. Et voilà, c'est donc ces valeurs-là qui sont donc la gentillesse, la multiculturalité, qui est au cœur de la proposition de valeur du Club Med. On a une trentaine de nationalités différentes dans nos villages, en termes d'employés. D'accord. Aussi parce que on a une vingtaine ou une trentaine de nationalités différentes en termes de clients. Donc c'est important. Pionnier, qui est aussi une troisième valeur. Donc c'est la prise de risque, c'est l'innovation. Club Med a inventé le tout compris, a inventé le mini-club, a inventé des destinations où on peut aller au ski, avoir une unité de lieu où on fait tout au même endroit. On a le SF qui est là. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'innovations à travers le temps.
Et c'est des valeurs que je partage pleinement. Très bien, merci Quentin. Qu'est-ce qui a structuré aujourd'hui votre progression au sein du Club Med? Vous êtes passé de stagiaire. Petit à petit, vous avez travaillé dans différentes entités, j'imagine, au sein du Club Med, du marketing, du digital, de la data, aujourd'hui de la technologie. Qu'est-ce qui a structuré votre progression et vos différents parcours métiers? Alors, après quelques années à Paris sur le CRM, sur de la coordination marketing pan-européenne, j'ai pris goût à avoir beaucoup de leviers dans mes mains. C'était le premier élément qui a constitué mon envie de carrière, parce qu'après, il faut que l'entreprise soit bien sûr alignée avec celle-ci. Et le deuxième élément, c'était mon expérience pan-européenne a été incroyable, puisque l'Europe au Club Med, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre, mais c'est aussi la Russie, c'est Israël, c'est l'Italie. Et ce mélange de cultures et travailler au quotidien avec différentes cultures a guidé mes choix de carrière aussi. Donc j'ai assemblé les deux. Et le poste qui convenait le plus à ce choix-là, ou à ces envies-là, était le poste de patron de filière au début. Et donc c'est pour ça que je suis parti en Belgique, gérer le marketing et le commercial, qui me développait sur d'autres éléments que le marketing, parce que j'avais toute la distribution notamment à gérer. D'accord. Et puis après, je suis parti en Australie, qui est aussi une filiale, à la fois commerciale et opérationnelle. C'est-à-dire que la responsabilité d'une filiale, c'est de développer le nombre de clients australiens. D'accord. Pourrait partir en Australie, mais aussi en dehors de l'Australie, dans d'autres pays, dans d'autres Club Med. Ouais. Et la particularité dans cette expérience-là a été de fermer notre village qui était situé dans les Whitsundays, parce qu'il ne correspondait plus à la montée en gamme et aux attentes des clients, et de le vendre. Donc ça a été aussi une gestion de management d'assets et de repositionnement total de la filiale, puisque le poids du resort australien était à peu près de 50% dans nos ventes. Donc on a perdu 50%, qu'il a fallu réorienter sur des destinations comme Bali, comme Phuket. Qui font un peu plus rêver. Alors les Whitsundays, si vous avez un jour l'occasion d'y aller, c'est une des plus belles plages du monde. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est la période australienne. Et puis après, légitimement, j'ai essayé d'avoir un périmètre géographique plus large, plus divers. Encore une fois, on retrouve le fil rouge de la diversité. Et ça a été à Singapour, où j'avais à la fois l'ensemble des pays commerciaux à gérer, d'Asie du Sud-Est, donc de la Malaisie, en passant par Singapour, Thaïlande, Inde, Vietnam, et le marketing de la région, hors Chine. Et ça a été une période extrêmement riche. C'était dans les années... tout jeune, c'était à partir de 2012. D'accord. Donc, au côté marketing, ce qui était intéressant, c'est que c'était l'arrivée du mobile. On a l'impression qu'il a toujours été dans nos poches. Non, je vous confirme. Je pense qu'on a à peu près le même âge et moi, je l'ai découvert aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que ça venait de Chine. C'est-à-dire que l'engouement, la vague du mobile est apparue d'abord en Chine, qui était extrêmement rapide. C'est d'abord propagé en Asie avant, avec quelques mois de retard, s'implanter en Europe. Et donc, j'ai vu cette vague arriver et j'ai vu en quoi elle influençait les parcours clients, le marketing. Donc ça, c'était une belle révolution. Vous avez vraiment travaillé là-dessus, en fait, sur la partie marketing, avec le mobile au départ. Avec le mobile au départ. Et donc, on a créé, nous, dans le monde, le premier site responsive à Singapour, parce qu'en fait, le poids des visites sur Internet commençait à devenir majoritairement sur mobile, alors qu'en Europe, c'était encore dans les 10-15%. Donc, il a fallu qu'on soit pionnier et qu'on invente quelque chose sur place. Donc, ça, c'était intéressant. Puis après, commercialement, j'avais pris la décision de changer totalement l'organisation et notamment des centres de contact, où on avait des centres de contact pays par pays. Et j'ai préféré monter un BPO, un centre de contact externalisé. Central, qui gérait tous les pays. Qui était basé à Kuala Lumpur, enfin qui est toujours d'ailleurs basé à Kuala Lumpur et qui répondait à toutes les langues d'Asie du Sud-Est. C'était encore une belle expérience, une belle transfo organisationnelle, humaine, technologique, avant de rejoindre Paris, demander après 10 ans à rentrer en France pour vivre une nouvelle expérience. Et là, j'ai repris le marketing IMIA. D'accord. Avec un autre objectif de transformation qui était de digitaliser vraiment le marketing
et notamment l'internalisation de tout l'achat d'espace média D'accord. progressivement pour acquérir l'expertise en interne, la propager dans l'entreprise et puis améliorer les performances. Donc, toute la partie média est internalisée à Club Med. Oui, on a une équipe de traders internes. D'accord. Bien évidemment, pas tout ce qu'on peut appeler le offline, qui se fait encore par une agence Externe. média externe, Ok. mais le média interne, l'acquisition, la considération est réalisée en interne. D'accord, ok. Hyper intéressant. Aujourd'hui, vous managez combien de personnes au Club Med? Dans mon poste actuel, j'ai 140 personnes en Ok. interne et j'ai à peu près l'équivalent de prestataires externes. On appelle des Incroyable. GP, D'accord. des gentils prestataires. Des gentils prestataires, d'accord. Euh, Le mot gentil est effectif pour tous les Tout à salariés fait. et les, Tout à les fait. partenaires externes. Ok, Donc c'est à très peu bien. près 50% externe, 50% interne, qui a une valeur, puisqu'en fait, au fur et à mesure que les projets naissent, se terminent, ou de nouvelles technologies arrivent, on a besoin d'expertises différentes. D'accord. Et donc ça Vous passez permet, par des voilà. entreprises ou plutôt des experts que vous embauchez en freelance ou... On a les deux modèles, on a des partenariats avec des ESN, D'accord. et puis on a aussi des freelances qui Viennent de qui temps en viennent de temps temps en temps. travailler avec vous selon les expertises que Tout à vous... fait. Ok, très clair. Qu'est-ce que l'international vous a appris? Aujourd'hui, vous avez un parcours sur 26 ans, je crois, à peu près plus de 10 ans à Ouais. l'international. Qu'est-ce que ça a forgé chez vous dans votre quotidien de manager ou en termes de responsabilité ou même en termes de prise de décision? Parce que les marchés ne sont pas les mêmes. Forcément, quand vous vous adressez à un marché, je sais pas moi, à Dubaï ou autre, c'est pas le même marché qu'en Europe. Comment vous calibrez du coup vos actions? Ça m'a appris beaucoup de choses, mais principalement deux. Le bienfait d'une organisation locale, parce qu'effectivement, Club Med a le même produit partout dans le monde. On a un seul produit, c'est le village Club Med, le resort Club Med, tout compris. All inclusive Voilà, all et haut de inclusive, gamme. avec un très bon rapport qualité-prix. C'est la petite séquence publicité. Mais c'est vrai que les attentes des clients peuvent différer d'un pays à l'autre. Les stratégies d'acquisition, de go-to-market sont très différentes d'un Les pays à l'autre, cultures aussi, liées aux cultures, bien sûr. liées à la distribution, qui est parfois très différente d'un pays à l'autre. L'Australie est un pays extrêmement concentré, puisqu'il y a à peu près 20 millions d'habitants, donc il y a très peu de concurrence, et donc il y a des énormes chaînes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et dont dans la distribution touristique, qui changent la façon d'opérer, de définir sa strate. Ça, c'est le premier élément. Et donc, c'est bien, parce que quand on est à Paris, on s'en rend quand même moins compte, hein, on va se le Ouais, dire. c'est vrai. Et puis, le français a quand même tendance à être fier de lui. C'est vrai. Donc, se confronter à ça, bah, c'est quelque chose d'important, je pense, quand on a un rôle, soit pan-européen, soit international. Et le deuxième élément, c'est que on sort de son... en tout cas, on est bousculé dans la façon de manager les gens, dans la façon d'interagir avec les gens. Je prends des exemples et je tire un peu le trait. L'Australie est un pays qui est basé sur l'éducation positive. Et donc, même pour un entretien de recadrage, il faut commencer par du positif. Très bien. C'est pas ouais. tout à fait français comme Non, pas trop. façon de faire. Mais en même temps, si vous le faites pas là-bas, ça ne marche pas. Ils sont conditionnés depuis tout petit avec cette belle éducation. Hein. Et donc, il faut s'y adapter. Quand vous êtes en Asie, et les pays sont très, très différents les uns des autres, hein, je pense à Singapour, Malaisie, sont très différents, il faut essayer de comprendre quels sont les ressorts culturels Ouais. et comment nous, on doit s'y adapter, puisque c'est nous qui sommes étrangers. C'est à nous de nous adapter, en fait, à leur culture. Tout à fait. Ouais. Et quand vous managez en Asie, la hiérarchie est extrêmement importante. Il y a vachement de respect. On ne la challenge jamais. Il y a la face. Et donc, si vous On n'arrivez pas à accepte comprendre... souvent ce que dit tout à fait. son manager, quoi. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire des erreurs monumentales, puisque personne ne vous contredira. Or, vous êtes nouveau, vous n'avez pas tous les codes, vous êtes en apprentissage quelque part d'un marché ou de plusieurs marchés. Donc, il est important de comprendre ces codes-là pour manager différemment. Bien sûr. Et ouais,
Effectivement, ouais, manager différemment et puis s'adapter à l'autre. Voilà, de toute façon, le management, c'est souvent ça. C'est challengeant, c'est hyper compliqué. Ça dépend de la personne qu'on a en face, son expérience, sa seniorité. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, est-ce que le marketing que vous avez connu, on va dire au début de votre carrière, il existe encore aujourd'hui? Je vous pose cette question parce qu'après 26 ans de carrière au sein d'une même entreprise, vous avez vu votre rôle évoluer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que vraiment le marketing a vraiment évolué aujourd'hui, en 26 ans? On dit toujours qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Les fondamentaux du marketing existent toujours et sont intemporels, je trouve. Alors, on parle plus des 4P, on a eu les 5P, puis après les 7S ou les 7E. Enfin bon, mais fondamentalement, le cœur du marketing existe toujours. Les sujets autour de la marque sont prépondérants dans le marketing. L'étaient il y a 26 ans, le sont encore aujourd'hui et le seront demain. Alors, un sujet sur lequel on travaille tous vis-à-vis des LLM. Comment rendre sa marque singulière dans les LLM et ne pas devenir une commodité. La performance, l'analyse de la performance est quelque chose qui était là il y a 26 ans et qui est encore aujourd'hui de façon encore plus importante. La data était déjà là il y a 26 ans, elle est toujours là. C'est la façon d'opérer qui est différente. Et c'est comment la technologie fait qu'on travaille différemment aujourd'hui, fait qu'on a des signaux qui sont par millions. Là où il y a 26 ans, je peux vous dire qu'on n'avait pas des millions de signaux. Non, c'est vrai, on n'avait pas autant de canaux. On avait beaucoup de convictions. C'est vrai. Donc c'est la façon d'opérer qui a changé, c'est les expertises. On n'avait pas de social media il y a 26 ans. Non, c'est vrai. Internet n'était pas là. Non, mais c'est pour ça vrai. que on n'avait pas d'e-commerce. YouTube n'existait pas. YouTube n'existait pas. Bon, et tous les 2 ans, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ce qui est intéressant avec le marketing, c'est sûrement un des départements dans les entreprises qui est le plus disrupté par la technologie, par l'évolution des parcours clients. Et donc, on a quelque part cette capacité à se remettre en cause, peut-être de façon plus facile que d'autres métiers qui n'ont pas évolué de façon aussi changeante. Le marketing... Le média évolue en profondeur tous les ans. On avait des cookies, on n'en a plus. On est en programmatique. L'achat média, avant, n'était pas du tout en programmatique. Donc, voilà, il faut savoir évoluer avec le temps. Et je trouve que c'est des profils qui sont intéressants parce qu'ils ont cette capacité souvent à se remettre en cause plus facilement. Ouais, être très créatif aussi, je pense. La créativité, c'est important. Cette veille qu'on peut faire aussi de la concurrence du marché, de ce qui se passe ailleurs, avec votre vision internationale aussi. Il y a peut-être des choses que vous avez pris de l'international, que vous avez peut-être importé pour le marché européen. Merci pour cette vision. Aujourd'hui, vous pilotez différents métiers. Vous pilotez le marketing, le digital, la data, l'ensemble des technologies du groupe Club Med. Comment aujourd'hui vos fonctions, qui sont très transverses, contribuent-elles à la transformation au niveau global de l'entreprise? Si on avait plutôt des fonctions en silo, une personne qui gère que le marketing, une personne qui gère que le digital, c'est vrai que vous avez un rôle très transverse. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui et qu'est-ce que ça apporte à Club Med? Alors, je ne vais surtout pas critiquer les autres organisations, je serais mal placé parce que je n'ai pas leur contexte. Je vais vous expliquer pourquoi nous, Club Med, avons choisi de monter cette organisation-là il y a fin 2015, début 2016, donc à peu près 10 ans. 10 ans. La raison était qu'on était clairement en retard sur la digitalisation de l'entreprise et qu'il nous fallait accélérer cette transformation. Qu'on a travaillé avec 2 cabinets de consultants qui s'appelaient Kea et Octo, qui ont travaillé ensemble et qui nous ont dit que par rapport à notre prisme très B2C, très orienté client, par rapport à la taille de l'entreprise, Club Med est une très grande marque, une marque iconique, notamment en France, avec une taille de 2 milliards, donc on n'est pas un très grand groupe. Un seul produit à vendre, hein, donc ça peut faciliter aussi certaines organisations. Ils nous ont dit qu'il était préférable de finalement mettre dans la même organisation l'ensemble de la chaîne de valeur, du marketing à la tech, pour aller plus vite.
Et je prends souvent cet exemple-là pour bien l'illustrer. Il y a 3 ans, on refond l'expression de la marque pour la rendre encore plus singulière dans un monde où on a beaucoup de concurrents. Il est évident que quand vous travaillez une expression de marque dans le monde d'aujourd'hui, vous la travaillez pour qu'elle soit avant tout avec un prisme digital. Donc la refonte du site internet était quelque chose de mandatory. Bien sûr. Donc on a travaillé presque main dans la main. Quand on a refondu l'UX, l'UI de notre site internet, on s'est dit qu'il fallait le propager sur l'ensemble de nos outils digitaux. Donc on a fait un design system. D'accord. On a ensuite propagé partout, que ce soit des outils internes ou des outils à destination des clients. Ça, la marque, elle n'a qu'une seule façon de s'exprimer. D'accord. Quand on a refondu le site internet, on s'est forcément posé la question de la technique. On était sur un site interne. On voulait envisager le streaming vidéo, par exemple. On voulait avoir une vélocité plus importante. Et donc, on a voulu aller sur le cloud et on a migré sur AWS. Très bien. En migrant sur Amazon Web Services, on s'est posé la question de la cybersécurité et on a migré une ancienne solution qui était très bien, mais sur AWS qui avait une tarification plus intéressante pour des... Donc là, votre arbitrage a été plutôt au niveau des prix. Là, c'était en l'occurrence au niveau des prix. Au niveau des prix. Ça, on l'a fait en 2 ans et demi. Très franchement, une entreprise qui a un CMO, un CIO, un CDO, les agendas ne sont pas tous les mêmes dans les COMEX. Bien sûr. Il y a des contraintes, il y a parfois des conflits. Là, c'est vrai qu'avoir une seule et même organisation soudée, moi dans mon comité de direction, j'ai la marque représentée, mais aussi la cyber, c'est des décisions qu'on prend... plus agile, du coup. Oui, agile, facile, immédiate. dans un objectif commun. Et d'ailleurs, on a implémenté la méthode des OKR il y a maintenant quelques années. Qu'est-ce que c'est Les OKR, c'est le fait d'avoir c'est Objective and Key Results. D'accord. Les objectifs, il doit y en avoir 3, 4 maximum, mais souvent c'est 3, qui sont des objectifs stratégiques à long terme. Typiquement, nous, c'est le premier, c'est devenir une des marques les plus iconiques dans le monde. Et ensuite, vous avez des résultats attendus en que vous fixez annuellement pour atteindre à moyen terme ces objectifs de transformation. Et je vais prendre un exemple qui est plus clair. Prenez Gmail. Quand Google a lancé Gmail, ils utilisent la méthode des OKR, donc il y a longtemps maintenant aussi. Ils se sont fixés en objectif de devenir la première messagerie dans le monde. Et même si c'est Google, quand on se fixe ça comme objectif stratégique à long terme, c'est inconfortable. Et la méthode doit être d'avoir un objectif assez inconfortable. On visait loin. Leur résultat attendu, le premier, était que Gmail soit la messagerie la plus utilisée par les Googlers. Voilà, les résultats attendus, c'est des choses qui vous mettent sur le chemin pour atteindre l'ambition. Pour atteindre l'ambition qui est plus lointaine, qui peut être à un horizon 3 ans par exemple. Donc aujourd'hui, le fait de gérer tous ces métiers-là vous apporte de l'agilité, de la rapidité en termes d'exécution et dans vos prises de décision. Quels sont les arbitrages aujourd'hui que vous faites le plus ? Est-ce que c'est plutôt des arbitrages au niveau du marketing, des prix, du digital, de l'IA ? On va en parler un peu plus tard. Quand vous avez des arbitrages à faire, ou est-ce que vous prenez tous les métiers et vous dites, OK, bon, bah là, en fait, la transformation, elle est globale. Donc, on va choisir une solution et on va s'y tenir pour répondre à tous nos objectifs. Le plus difficile dans ce type de métier, c'est de choisir, de ne pas choisir entre le long terme et le court terme. Moi, dans mon département, dans l'ensemble de mon département, 70% des dépenses concernent du run. On appelle ça du run. Ce qui sert à faire tourner l'entreprise au quotidien, le mode opératoire, pouvoir accueillir nos clients, faire tourner les sites internet. Et 30% concernent le build, qui sont des sujets stratégiques pour le moyen terme.
Donc je dirais que l'arbitrage, il est déjà pas sur les 70%, parce que ça, on peut l'optimiser, le sécuriser. Ça, c'est à faire quotidien. Mais il est plutôt sur les 30%. Et choisir sur quoi on va investir ces 30% pour doter l'entreprise d'assets stratégiques pour le futur. Que ce soit au niveau de la marque, que ce soit au niveau des outils technologiques. La marque, récemment, la décision qu'on a prise, c'était de lancer un appel d'offres pour une nouvelle campagne publicitaire qui sortira au mois de septembre, parce qu'on considérait qu'il fallait donner un nouvel élan à l'image de marque Club Med, se différencier encore davantage des concurrents qui arrivent en force. Donc ça fait partie, voilà, typiquement des arbitrages qu'on prend, qui sont basés sur nos OKR et qui sont basés plus globalement sur les enjeux stratégiques de l'entreprise. Très clair. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que votre rôle est plutôt un rôle d'architecte ou d'orchestrateur? J'aime bien cette question. Ou les deux. Ou peut-être les deux. Je dirais un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Architecte, parce que j'ai aussi dans ma responsabilité de designer le plan stratégique du groupe. Et donc j'ai passé beaucoup de temps récemment à inventer bien sûr avec le COMEX. J'étais en charge du design et de l'exécution, qui doit faire du Club Med, par exemple, une entreprise qui doit doubler de taille. X2. X2, d'ici à 10 ans. Donc, c'est pour ça que je disais architecte, c'est que ça fait aussi partie de ma responsabilité. Et quelque part, c'est pour ça que ce département existe. C'est quand on va du marketing à la tech, dans le monde d'aujourd'hui, on a un impact fort quand même sur la stratégie d'entreprise. Et donc, il faut être architecte. Mais ensuite, on n'est pas dans une tour d'ivoire, il faut l'exécuter. Donc c'est pour ça que Orchestrer un petit peu. Faut orchestrer aussi beaucoup. Et dans l'orchestration, on a une équipe qui fonctionne en roadmap trimestriel. On se réunit en présentiel tous les 3 mois pour étudier l'ensemble des projets, leurs big case, et choisir lesquels on va mettre en production dans les 3 prochains mois. Et ça, c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui. Okay. Donc du coup, quand vous vous retrouvez et que vous identifiez des projets sur lesquels vous devez investir ou faire des choix, vous les cantonnez à 3 mois plus tard, c'est ça à peu près? Généralement, on a un plan strat annuel. D'accord. Qui, dans les enjeux technologiques, est à mon avis une bonne fréquence. Et ensuite, on a l'exécution qui est trimestrielle et la priorisation qui est trimestrielle. Ok. Ouais, c'est agile quand même. Faut être rapide, du coup, j'imagine. Quand les gens mettent en place, vos équipes doivent mettre en place après le run derrière, faut que ça aille vite, oui. Forcément, pour être dans l'atteinte des objectifs, j'imagine, du groupe. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de digital, de data et de tech. Club Med a reçu, je crois, début février, une belle reconnaissance, entreprise de l'année en data et en IA. Moi, je trouve que ça vient vraiment confirmer la maturité atteinte par le groupe sur ces sujets. Et j'ai envie de vous poser la question, aujourd'hui, quel lien il peut y avoir entre des vacances haut de gamme, all-inclusive, partout dans le monde, parce que vous êtes présent quand même partout, je crois, et une stratégie data, et je dirais même, je crois que j'ai lu ça, votre ambition AI First. C'est une bonne question. Merci. Et il n'y a aucun rapport entre l'expérience de nos clients en resort et le fait de vouloir être IA First, puisque la bonne nouvelle quelque part pour nous, c'est que l'IA ne disrupte pas le business model, la proposition de valeur du Club Med. Oui, l'expérience en tant que telle qu'on vit dans vos clubs. On va revenir au géo, mais de la proposition de valeur du Club Med. C'est pas une IA qui anime autour de la piscine. Je ne veux plus être dans ce monde quand les géos seraient des robots. Club Med serait terminé. Mais, donc, sur le papier, il n'y a aucun rapport. Et deuxièmement, on a toujours eu ce parti pris et ce positionnement sur le digital qui était de ne surtout pas être early adopter, de ne pas être parmi les premiers. On a eu un positionnement qui était d'être smart adopter, c'est-à-dire de plutôt attendre
la courbe de désillusion dans Gartner, la remontée du plateau de productivité pour installer les solutions, puisqu'on n'est pas une boîte tech, on ne fait pas de la tech. Ce qui a changé avec l'IA, et c'est quelque chose que j'ai fait changer au COMEX en 2023, début 2023, suite à l'arrivée d'OpenAI en novembre 22, c'est que, on a eu de la chance, c'est qu'en 2021-2022, on a pris comme investissement stratégique le parti de refondre totalement notre data factory. D'accord. Vous aviez une data factory. On avait des vieux systèmes, souvent en silo. Et fin 2022, on avait une data factory sur le cloud en semi-temps réel qui agrégeait les données commerciales, d'acquisition, marketing, information produit, l'ensemble des médias, photos, vidéos, les données RH. Tout ça dans une belle data factory best in class 2023. Donc, quand OpenAI arrive et qu'on commence à voir que ça va disrupter quand même beaucoup la façon de travailler, je pense particulièrement en bureau, on est prêt, technologiquement parlant. Donc ça ouvre des opportunités, et dans ce cas-là, il faut quand même réfléchir à l'intérêt d'être early adopter ou pas. Deuxièmement, je le disais, mais on voyait bien que la technologie a avancé très très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait vu par le passé, rien qu'en termes d'adoption. Et deux, qu'elle allait changer la façon dont on travaillerait à terme. Même si, franchement, début 2023, moi je ne savais pas qu'on en serait là en 2026. Ouais, parce que ça change énormément, tout va hyper vite. Voilà, mais on pouvait quand même imaginer dès lors que ça allait quand même profondément changer la façon de travailler. Et dans ces cas-là, moi je trouve que la posture d'être pionnier, d'apprendre le plus vite possible pour structurer l'entreprise, l'organiser, adopter des technologies peut-être nouvelles, tester des choses, permet d'avoir un avantage concurrentiel sur le long terme. Si on part trop tard, il faudra passer beaucoup plus de temps que les entreprises qui ont démarré en premier et qui ont appris, même si elles ont dû changer des modèles. On en reparlera, mais nous, on a mis un agent conversationnel sur WhatsApp ça, je vais vous en en 2023. Parler. On est passé de Claude, on avait choisi Anthropic, après on est passé sur ChatGPT 3.5, 4. Enfin, voilà, partir le premier, ça a cet inconvénient-là de peut-être se tromper, mais c'est pas grave. De se tromper, de changer de techno, mais ça a l'avantage d'apprendre énormément, de mettre en place l'organisation interne suffisante, de se doter des expertises dont il nous faut. Et c'est, je pense, une force. C'est pour ça qu'on a choisi d'y aller. Et on en reparlera sur les cas d'usage, mais il y a beaucoup de cas d'usage qui quand même améliorent les parcours clients, améliorent la façon dont nos équipes travaillent, encore une fois, plus en bureau, même si les villages pourront bénéficier. Aujourd'hui, on parle également d'IA activité au service de l'ensemble des processus métiers au sein du Club Med. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien d'avoir cette IA dans tous les métiers du groupe? En fait, pour répondre à votre question, je vais reprendre juste la phase de développement. Quand on a attaqué l'IA en 2023, moi j'ai dit aux équipes, dispersez-vous. Je le dire assez rarement. Dispersez-vous, allez tester. Tester toutes les solutions possibles. Regardez ce qui est crédible à mettre en place, ce qui est encore un peu du buzz. Et ça, c'était l'année 2023. L'année 2024, on a structuré une approche d'industrialisation de cas d'usage. Et donc, on a choisi que 13 cas d'usage à mettre en production, qui étaient sur les grands ensembles de l'entreprise, les grands chiffres. On a choisi un cas d'usage sur les contacts entrants. On a 1,2 million de contacts entrants dans le monde, que ce soit par téléphone, email. 1,2 million? 1,2 million dans le monde. Incroyable. Et on savait que si on arrivait à optimiser ce 1,2 million, grâce notamment à l'IA générative, l'agent conversationnel dans WhatsApp, on savait qu'on ferait quelque chose d'impactant pour l'entreprise. On y est arrivé puisqu'on a un tiers des contacts clients qui sont aujourd'hui sur WhatsApp, et on arrive avec l'agentique à en automatiser 50%. Je prends un deuxième exemple, puis après je repartirai sur votre question.
on savait que si on adressait la préaffectation des géos dans le monde, on ferait quelque chose d'impactant pour le groupe. 25 000 préaffectations de géos dans le monde, parce qu'on a beaucoup de villages encore saisonniers. Donc on fait voyager les géos d'un village à l'autre. C'était un process manuel, ça. Et donc on a décidé de l'automatiser, d'ajouter un algorithme de matching entre le géo, son expérience, son historique, sa nationalité, ses langues parlées, ses visas, avec les postes disponibles pour matcher. Et aujourd'hui, on est à plus de 90% de propositions pour chaque profil de géo et 40% d'acceptation totale de la part des ressources humaines. Donc ça fait déjà 40% de vraiment automatisé. Donc en fait, vous avez un outil avec plein de géos dedans et en fonction de vos besoins de postes disponibles, vous lancez un algorithme qui match entre les deux et ça vous sort des KPIs ou des profils. Ça nous sort 4 profils, les meilleurs profils recommandés par l'algorithme pour ce poste. Et c'est un algo de matching, parce que la petite blague, c'est qu'on a démarré par... On a essayé de regarder, les équipes ont regardé des algorithmes d'écoles, de grandes écoles. Ou un tri, un peu comme Parcoursup. Hein. On a d'ailleurs regardé l'algo de Parcoursup aussi, qui est en open source. Et l'algo qui fonctionnait le mieux était un algo de matching. Je ne sais pas si c'est le même que certaines applications. Mais en tout cas, le principe de base est le même. Et effectivement, par contre, on laisse le choix aux ressources humaines des 4 profils parmi sélectionnés. Non, mais on ne va pas plus loin sur l'utilisation de l'algorithme, parce qu'il y a des biais possibles dans les algorithmes. Et c'est un processus critique de l'entreprise. Et ça fait partie de notre posture sur l'IA. C'est d'avoir une IA bien évidemment éthique, responsable. Et dans notre comité d'éthique de l'IA, on a décidé d'arrêter à 4 propositions l'algorithme et que le RH choisisse. Ça me fait penser à Crème de la Crème. Je suis désolée, je suis obligée de faire la minute pub parce que nous, c'est pareil. Chez Crème de la Crème, on a une IA de matching qui fait correspondre avec des besoins des clients et hop, ça match, on propose 4 profils et c'est au client de choisir le meilleur profil. Donc on est quand même hyper alignés. Il fallait que je fasse la petite interlude de pub Crème de la Crème parce que là quand même vous m'avez tenu le bâton pour... Donc incroyable, ok. Donc on a tous les deux dans nos sociétés communes des technos de matching. Bon bah c'est très marrant, on n'avait pas parlé de ça pendant la préparation du podcast. Mais vous m'envoyez ravi, Quentin. Ok, très clair. Et donc, on est arrivé à fin 2025. On a travaillé ces cas d'usage-là, ces 13. On en a mis en production à l'international 83%. D'accord. Qui est une des raisons pour lesquelles je pense que République IT nous a promu entreprise IA de l'année, c'est que la moyenne du marché elle est plutôt à 30%. Et vous étiez à 83%. 83%, ouais, donc... Par contre, on finissait par arriver dans une période où finalement les équipes étaient occupées par les cas d'usage, parce qu'après il faut les maintenir, il faut changer de modèle de temps en temps, et on n'avait plus trop de capacité à en délivrer de nouveaux. Donc on a pivoté l'organisation, on a pivoté des expertises. D'accord. Et on a lancé un nouveau rôle dans l'entreprise dont vous parliez, qui est le rôle de process designer. Ok. Qui a vocation... Et qui est un rôle qu'on a voulu... les gens se sont proposés. Hein, c'est pas un rôle où on a dit... Vous n'avez pas créé un poste non. D'accord. On a proposé aux gens de nous remonter les processus métiers qu'ils trouvaient longs, coûteux, inefficaces. Et donc, on a eu beaucoup de propositions. Ensuite, on a formé ces process designers à du mapping de process. Mais c'est quand même un vrai métier, hein. Savoir mapper un process. On utilisait la méthode du value stream mapping. Donc, ils ont été formés par une entreprise externe. Donc, ça développe aussi leurs compétences. On est passé ensuite à l'étape de BCase, macro BCase de ces processus métiers. Si on les réinventait en AI first, repenser le process. C'est-à-dire, il y a un process qui fait 25 étapes. Le faire en AI first, c'est potentiellement essayer de passer à 2. Incroyable. Et c'est pas juste se dire on refait les 25 étapes grâce à l'IA, parce que là on optimise. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les réinventer by design. Et on a réuni tout le monde au Club Med de Marbella,
Sympa. Voilà, je vous le conseille, il n'est pas loin. C'est très beau à Marbella. On a créé un jury. Et donc, on a sélectionné les premiers cas d'usage, les premiers process qui vont être réinventés en hackathon dans 2 mois avec notamment Microsoft, qui est notre partenaire sur Donc ce sujet-là. Des salariés de chez Club Med participent à un hackathon interne Ouais. pour... incroyable. Avec justement les équipes métiers, ça va être des équipes du procurement, ça va être des équipes RH, ça va être des équipes d'approvisionnement, ça va être des équipes marketing. Et on réunit pendant généralement 2 jours les équipes techniques, les équipes produits, data, les équipes produits digital, les équipes métiers, pendant 2 jours. Et ce qui est différent d'un vrai hackathon, c'est qu'en fait, on prépare pendant 3 mois. D'accord. Le sujet est donné, Ah oui, le sujet, il le prépare. Le processus, il est mappé, il est documenté. D'accord. L'instance technique dont on aura besoin pendant le hackathon, elle est prévue en amont. Et ce qui fait que WhatsApp était sorti du hackathon Microsoft qu'on a réalisé il y a 2 ans maintenant. Ah d'accord, ok. WhatsApp est sorti d'un hackathon. Ok, bah justement, parlons-en du WhatsApp parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. J'allais vous poser la question de où la data crée-t-elle le plus de valeur aujourd'hui chez Club Med. Est-ce que c'est dans l'expérience, plutôt la personnalisation de l'expérience client ou plutôt dans l'optimisation du côté marketing? Mais à vous écouter, voilà, vous avez déployé cette fameuse IA conversationnelle sur WhatsApp, je crois dans 15 pays. Le Brésil, l'Asie, le Royaume-Uni, la France. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, cette IA conversationnelle? C'est parti d'une idée, c'est parti d'une demande d'un pays, le Brésil. C'est l'avantage aussi d'être dans une entreprise internationale. On n'y aurait sûrement pas pensé. En tout cas, on ne l'aurait pas mis en place aussi rapidement. Il faut savoir que le Brésil est le 2e utilisateur de WhatsApp dans le monde après l'Inde. Et leur usage est totalement différent du nôtre, français. Comment vous... pardon, je me permets de vous couper, Quentin. Comment vous savez? Comment vous avez cette information? Parce qu'on est en contact permanent. Moi, je suis en contact permanent avec le VP marketing du Brésil, de la zone américaine. Qui, lui, fait toutes ses recherches, qui est au courant, Voilà, qui travaille avec des sociétés, j'imagine, qui de vit sur veille. place. Ouais. Et donc, en fait, sur place, un Brésilien, quand il prend rendez-vous avec son médecin, il le fait par WhatsApp. Par WhatsApp, incroyable. Quand il veut discuter avec une marque, il va d'abord penser WhatsApp que penser téléphonie ou mail. Et donc, cette information nous est remontée. De l'autre côté, OpenAI lance ChatGPT. On a quand même... Vous avez réfléchi 2 minutes et vous avez dit, voilà, allez, ça peut marcher ensemble. Ça peut peut-être fonctionner. Parce que quand on lance un nouveau canal de communication, en général, ça fait déborder les centres de contact. Et donc, on voulait absolument mettre de l'intelligence à l'intérieur. Et donc, on a, après quelques mois quand même, on l'a lancé début 2024. Et on a commencé sérieusement à y travailler à partir d'avril-mai 2023 dans le développement. Et on a été subjugué, par le poids de WhatsApp dans les conversations totales. Le Brésil est monté à 50% des conversations clients qui passaient par WhatsApp en quelques mois. Les Brésiliens avaient raison de nous dire qu'il fallait installer WhatsApp au Brésil. Et deuxièmement, grâce à l'aide humaine, puisque le bot, on l'a mis en place, mais après, il fallait le tester. Et le test devait... se faire sur les humains. Oui, et les Brésiliens. Et les Brésiliens. Mieux, pour juger de la pertinence de la langue et de la véracité de l'information. Ça a pris 3 mois. Tous les jours, on avait des agents non IA, mais agents humains, nos équipes brésiliennes qui testaient et qui nous remontaient... Des gentils agents, du coup. Des géos, on va dire, des géos, des géos brésiliens, qui testaient tous les jours, qui nous remontaient ce qui allait pas, ils mettaient des scores. Et puis, après 3 mois, on l'a lancé. Assez rapidement, on est monté à peu près 30% d'automatisation. Je parle en 2-3 mois. D'accord. Donc c'est pareil, moi je me suis dit, c'est quand même un chiffre qui est énorme, 30%. Énorme, c'est énorme. Et là maintenant, avec l'Agentique, on est à 50%. L'Agentique, la différence, c'est que quand on a lancé l'agent conversationnel sur WhatsApp, il s'appuyait sur 3 agents différents, des agents IA. Il y avait l'agent IA connaissance, information, produit. D'accord. Il y avait l'agent IA moteur de création de devis.
D'accord. et l'agent IA, moteur de recommandation. Les 3 agents n'étaient pas reliés les uns avec les autres. Donc, si je rentrais dans l'agent IA information produit, je ne pouvais plus basculer ensuite sur la création de devis. Alors que les trois sont liés. Oui, ce qui dans un parcours Ok. client. Ça coupe un peu le... Mais l'agentique n'était pas là, donc en fait on n'arrivait pas à trouver la brique super intelligente du dessus. Et puis l'agentique est arrivé en 2025. On l'a mis en place et donc maintenant on a un agent IA qui coordonne avec les sous-agents. Et c'est la raison pour laquelle on est réussi à monter à 50% d'automatisation au Brésil et dans beaucoup de pays. Vous Vous avez l'avez dit, d'abord fait le test au Brésil et ensuite vous avez dupliqué le modèle sur les ouais, autres pays. ouais. Ok. Et aujourd'hui c'est 15 pays. Ça va effectivement du Brésil en passant par le Canada, Singapour, Malaisie, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, la Suisse, avec des taux d'adoption de WhatsApp qui sont différents. Les plus élevés vont être Singapour, Malaisie, on est presque à 70%. Oui, il y a presque 70%. plus d'appels. Tout se fait sur WhatsApp. Tout se fait sur WhatsApp. Je suis pas étonné pour avoir vécu là-bas. Le Brésil est à un peu plus de 50, l'Angleterre à plus de 50, et on a des pays comme la France qui sont à 15%. C'est oui, j'allais vous dire, parce que enfin, moi je le vois sur ma propre expérience. On est sollicité par des marques en tant que consommateur, moi, en tant que consommatrice. J'ai un peu l'impression que ça vient de façon intrusive. On n'est pas habitué en France à ça, pas encore. Ça le Encore. sera peut-être demain, mais c'est vrai qu'en France, on est moins habitué à ce canal. Et je le vois même dans Crème Connect, qui est un canal uniquement WhatsApp et un petit peu mail, du coup. Euh, Ça a du mal à prendre. Les gens ont du mal à parler entre eux, ont du mal à se dire les choses. J'ai l'impression qu'ils ont ce besoin de couper entre le moment où ils sont au travail et le moment où ils rentrent chez eux. Ils ont envie de couper le téléphone, le côté digital, etc. Je pense que ça répond quand même à des personas. Alors, il y en a peut-être moins aujourd'hui en France qu'ailleurs, mais 15%, c'est quand même Pas négligeable, pas négligeable bien en un sûr. an Ouais. Puis ça va d'existence. faire que monter, j'imagine. J'avais rarement vu en France un canal qui prenait autant d'ampleur quand même en aussi peu de temps. Mais je pense que ça répond à des personas qui sont contents d'être asynchrone avec une marque. Et en même temps, c'est un asynchrone qui est qualitatif, contrairement à l'email. L'email, on a l'impression d'envoyer quelque chose et on ne sait pas si on va retrouver une réponse derrière. Ouais, c'est Là, sûr. là, on est vraiment dans la Dans la dans la poche. poche, voilà, de nos clients. Et pour ceux qui ont envie de poser des questions n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, c'est un énorme avantage. Et nous, c'est vraiment en termes de satisfaction client, là où on a vraiment voulu se doter de WhatsApp aussi, c'est que, bah, comme tout le monde, on opère des contact centers où on a des boutiques en France qui ont des horaires d'ouverture et de fermeture. On n'a pas la capacité de faire du 24, 7 jours sur 7. Ça coûterait très cher, Voilà, je pense. financièrement, on serait incapable de le mettre en place. Et ce qui a été intéressant, c'est que les WhatsApp, on est à peu près à 50-50 pendant et hors des horaires d'ouverture. Donc il y a déjà 50% des clients à qui on répond aujourd'hui, En dehors là où des on ne horaires. pouvait pas répondre. Ok. Et c'est que de l'IA. Non, Ça passe absolument pas. aussi derrière, après, sur Absolument un pas. service client avec... ok. C'est un... Dans notre charte éthique de l'IA, on a comme principe directeur que à tout moment dans les parcours clients, on doit laisser la possibilité d'avoir un transfert à un humain. C'est notre charte éthique et on est très fiers de l'avoir et d'avoir mis cette valeur-là à l'intérieur. Quand je parlais des 50% d'automatisation, cela oui, 50% des clients conversent sur WhatsApp, ont leur réponse et n'ont pas de contact avec l'humain. Dans les autres 50%, ils commencent par de l'IA générative. Soit ils ont envie de parler vraiment à un humain et ils le demandent, parce qu'on leur dit que c'est un bot qui parle. Soit le bot n'a pas encore toutes les librairies de données pour répondre à la question, ou c'est une question plus technique. Et dans ces cas-là, bien évidemment, on passe à un humain. Et même en dehors des horaires d'ouverture, si vous posez une question et que l'IA n'est pas capable de répondre, le lendemain matin, l'agent humain revoit la conversation Et prend et contact prend avec le contact avec client. le client. Incroyable.
C'est fou, ça va vite, ça va très vite en fait. Et toutes les datas qui vont vous permettre d'agrémenter ce LLM pour pouvoir répondre aux questions de vos clients, comment vous les travaillez? Parce que j'imagine que c'est par rapport à des cas clients, des choses que vous avez vues, du coup vous injectez tout ça dans votre LLM. Comment ça fonctionne en fait? Avant de commencer, on a fait une étude sur 2 mois d'appels téléphoniques pour les passer en speech to text, les catégoriser et essayer de comprendre si on avait les informations produits ou les informations pour répondre à ce type de questions. Immédiatement, sans Oui, que ça c'est-à-dire qu'on passe, voulait ouais. pas se lancer on voulait pas se lancer à l'aveugle. Donc on a regardé quelles étaient les questions principales de nos clients quand ils appelaient. Et on s'est dit qu'il allait quand même avoir une cohérence entre les appels et WhatsApp. Bon, la vérité, c'est que 50% des questions sont généralement autour du produit. Est-ce que je vais pouvoir faire du snorkeling? Est-ce que je vais pouvoir faire du paddle? Ou est-ce que c'est du piquet-de-ball? À quelle heure démarrera le mini-club pour mes enfants? Je fais un petit peu de pub au passage. Voilà, par qui seront-ils pris en charge? Voilà, donc il y a beaucoup de questions comme cela. On a regardé par rapport à l'ensemble de nos bases d'informations quel était le pourcentage de réponses qu'on pouvait atteindre, parce qu'on avait l'information, et on était rapidement à du 50%, même plus. Et donc on s'est dit, commençons par là. Incroyable. C'est hyper intéressant, Quentin. Vraiment, bravo. Ouais, c'est vraiment chouette. Bravo aux équipes. Ouais, bravo aux équipes, bravo bah, aux COMEX d'avoir. Et puis à ceux qui ont donné l'idée lors du hackathon. Franchement, voilà, c'est précurseur. Enfin, voilà, bravo. J'avais lu des choses dessus, mais là, de vous écouter, du coup, ça grave un peu tout ça dans le marbre et c'est hyper intéressant. J'ai envie de parler un peu de vision et de souveraineté. Justement, avec WhatsApp, vous travaillez avec Meta, du coup. On travaille Euh, avec vous Meta. travaillez avec Meta. Aujourd'hui, Club Med, c'est quand même international. Euh, si j'ai envie de parler de souveraineté, aujourd'hui, est-ce que cette question-là, c'est des choses voilà, qui sont importantes pour Club Med? Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent lors de vos COMEX, lors de vos visions stratégiques sur l'année ou sur les 3 ans à venir? Je vais vous faire une réponse professionnelle et après je vous donnerai ma réponse personnelle. Professionnellement, pour vous donner compte, on n'est pas dans un secteur stratégique. Je pense qu'on est stratégique pour le bien-être Bien sûr. des clients. On n'est pas dans un secteur stratégique. Deuxièmement, on a une implantation mondiale. La majeure partie de notre chiffre d'affaires est fait en dehors de France, dans des zones où il faut adopter des technologies différentes. Bien Je sûr. pense à la Chine, notre actionnaire est chinois à 100%. En Chine, vous ne pouvez pas travailler avec Google. Vous pouvez travailler avec Alibaba et de respecter les protocoles de sécurité, d'envoi d'informations ou pas entre Siège et Shanghai. Donc, quelque part, la souveraineté absolue ne serait absolument pas possible au Club Med. Nous, les éléments qu'on a mis en place sont de sécuriser la donnée quand elle est sensible. Je vous citais le cas d'usage pour les ressources humaines de préaffectation des géos dans le monde, 25 000. Là, on savait qu'on était sur une donnée très sensible puisqu'on a la donnée personnelle Propre au de géo. nos géos, l'historique de performance, de nationalité, voilà, des données très très sensibles. Et dans le respect pur du RGPD, on a noué un partenariat avec l'entreprise qui s'appelle Sens, qui est une joint venture entre Google Cloud et Thales, qui fait que les données à la fois sont traitées en Europe, mais en plus ont un cadenas simplifié, cadenas dont seul Thales a le code. Et donc on ne peut pas des États-Unis, de n'importe où, accéder à ces données parce qu'on est propriétaire du cloud, parce qu'on travaille avec Google aussi. Donc voilà, moi c'est plus sur ces sujets-là de responsabilité vis-à-vis de la donnée traitée
On sait qu'avec l'IA, il y en aura de plus en Énormément. plus, qu'un sujet de vrai, sujet de souveraineté absolue. D'un point de vue personnel, je pense qu'il faudrait surtout avoir le choix. Et que malheureusement, aujourd'hui, quand vous adoptez certaines solutions et que vous aimeriez avoir un choix européen ou français, il est extrêmement difficile. On a notre champion Mistral, mais il y a très très peu d'équivalents, voire pas d'équivalents aux sociétés américaines. Donc, en fait, il faudrait déjà avoir quelque part le choix. Ça, j'espère que en Europe, Parce que pour l'instant, on ne l'a pas forcément, on n'en a qu'un. on n'en a qu'un, et dans beaucoup de domaines, on n'en a pas. Oui, c'est compliqué. Ouais, bien sûr, je comprends. Merci Quentin pour cette réponse. Aujourd'hui, quel est selon vous le plus grand défi des directions marketing et technologiques aujourd'hui? Si on parle un peu plus de vision, on arrive un peu à la fin du podcast. Si je dois un petit peu refaire le point sur votre parcours, quels seraient les défis des directions marketing et technologiques? Parce que, comme vous l'avez dit, les deux fonctions sont quand même très liées aujourd'hui sur l'année à venir. Alors, côté marketing, je dirais que ce qui est le plus... bien évidemment, l'adoption de l'IA dans la création, dans le CRM, dans tous les métiers, mais à la limite, le marketing n'est pas le seul concerné. Dans tous les métiers, il faut savoir adopter l'IA et changer la façon dont on travaille. Je dirais que ce qui va changer profondément va être le parcours client. On parle beaucoup des LLM, malgré tout, le trafic est encore très lié à la recherche de mots-clés encore aujourd'hui. Mais tout ça va profondément changer dans les années à venir. Donc, comment adopter ces nouvelles technologies, à quel rythme et lesquelles choisir? Est-ce que demain, un site web sera fabriqué tout seul parce qu'on aura demandé... Le code qui va bien. Bon, je ne sais rien. Mais peut-être qu'il y aura un site web par demande client. Parce qu'en fait, le client, il a une demande qui est précise, il sera habitué à faire du conversationnel et que le site web s'affichera au même moment. Je dis ça, j'en sais rien. Mais c'est très possible. Il va y avoir quand même des disruptions assez fortes dans les parcours. Et je pense que ça va être le plus important pour les équipes marketing. Technologiquement parlant, je dirais que le sujet il est plutôt RH. Contre-pied. Moi, je travaille quand même de plus en plus avec mon homologue des ressources humaines et ses équipes sur imaginer les compétences nécessaires pour l'entreprise dans les prochaines années, compte tenu de l'évolution des métiers et compte tenu de l'automatisation de certaines tâches, etc. Peut-être des métiers qui vont disparaître et d'autres remplacés, Oui, ou des nouveaux métiers qui arrivent. Tout à fait. Okay. Pour moi, c'est le plus important parce que l'entreprise a une responsabilité d'anticiper, même s'il y a des incertitudes, bien évidemment, mais je veux dire, on voit quand même dans quelle direction le monde va. Donc, c'est anticiper, regarder vraiment quel type de compétences vont être vraiment stratégiques pour le futur, d'autres un peu moins, ce qui permettra aussi à nos équipes de progressivement pouvoir se faire former sur d'autres éléments. Parce que derrière, technologiquement parlant, il y a beaucoup de choses qui vont être possibles de faire. Donc c'est le combo techno-RH qui va, selon être, vous, le plus être modifié dans les temps, enfin dans les années à venir. Je pense. Bah, ça vient un petit peu à ma question d'après. Si vous vous projetez, je dirais, à 3 à 5 ans, qu'est-ce qui va profondément transformer le modèle de Club Med et quels seront les véritables sujets structurants? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est plutôt la distribution? Est-ce que c'est plutôt la plateforme technologique? Qu'est-ce qui va changer dans les 3 à 5 ans à venir? Alors, l'expérience client, village, ne devra pas profondément changer. On va toujours autant s'amuser chez Club Med. Oui. Par contre, il y aura sûrement des nouveaux sports. On a le paddle qui fait un succès fou. On a dû, depuis maintenant quelques années, construire des cours de paddle. Ça pousse comme des champignons, oui, un peu partout. Donc voilà, ça c'est l'évolution normale de l'offre. Il
Il y a sûrement quelque chose qui va sublimer l'expérience en village, on pourrait appeler l'individualisation. Parce que le conversationnel, notamment avec de l'IA, peut aussi finalement apporter des choses en village. On est dans sa chambre, on a envie d'avoir cette information-là, on a envie d'avoir des recommandations sur comment gérer ma semaine. Mon objectif de la semaine est de parfaire ma connaissance de X ou Y sport. Voilà, il y a des choses qui vont être que l'IA va pouvoir magnifier en village, mais le proposition de valeur principale ne sera pas disrupté. Donc c'est la plateforme technologique qui est importante, et encore une fois, avec une bonne anticipation de l'évolution des métiers, la responsabilité vis-à-vis de la formation de nos équipes, de l'upskilling, du reskilling, qui va être clé. Merci Quentin. Merci Ambre. Merci beaucoup pour la qualité de cet échange. On comprend clairement à travers votre parcours et vos éclairages que les transformations ne se décrètent pas, mais elles s'orchestrent. Merci infiniment pour cet échange, Quentin, et votre vision. J'espère que nos auditeurs seront ravis de cet épisode et qu'ils auront beaucoup appris sur Club Med. Merci beaucoup Quentin. Ambre. À bientôt. À bientôt.